Dans le calme d'une ferme isolée, une famille autrefois unie pour la musique et l'amour va connaître une tragédie inimaginable. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire poignante des Stockdale, où des principes rigides et des attentes familiales se sont transformés en une spirale de désespoir et de violence. Restez ici pour découvrir comment des choix extrêmes peuvent mener à des conséquences tragiques et comment une série télévisée a involontairement mis en lumière des réalités terrifiantes. Ne manquez pas cette exploration captivante d'une affaire qui a choqué tous les États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous ce n'est toujours pas fait, à activer la petite cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de la famille Stockdale. Timothy et Catherine Stockdale ont vécu dans une ferme familiale isolée située à Beach City, dans l'Ohio, avec leurs 4 fils, Calvin, Charles, Jacob et James. Ils avaient choisi cet endroit pour élever leur enfant à l'abri des influences qu'ils jugeaient néfastes et perfides. L'ensemble de la famille a formé le Stockdale Family Band, un groupe de musique bluegrass où chacun jouait un rôle précis. James, le plus jeune, jouait de la basse. Calvin maîtrisait le banjo, Timothy, le père, jouait de la guitare et Jacob, qui était particulièrement doué, jouait au violon. Jacob s'était révélé être un violoniste d'exception, remportant même à 3 reprises le championnat des jeunes violonistes de l'Ohio, puis le championnat général de l'État en 2012. Il avait commencé à suivre des cours de musique dès l'âge de 7 ans et à 12 ans, la famille avait officiellement formé le Stockdale Family Band. Les garçons admiraient plus que tout leur père, qu'ils considéraient comme leur source principale d'inspiration pour jouer ce style musical. Lorsqu'ils étaient encore de tout petits enfants, ils passaient des soirées musicales où Timothy jouait de la guitare pendant que les enfants s'essayaient à la musique en tapant sur des casseroles ou encore sur des poêles. Alors j'imagine la joie de la mère de famille là-dedans. Entre la guitare, bon ça, généralement on adore, mais les casseroles et les poêles, avec sûrement, j'imagine, des enfants qui courent et qui crient partout, que du bonheur. Ces moments ont duré jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour jouer, heureusement, de véritables instruments. Catherine, également connue sous le nom de Cathy, gérait le groupe avec dévouement et une main de maître. Elle était convaincue que rien n'était plus bénéfique pour la santé de l'esprit que de jouer du bluegrass traditionnel en famille. Le groupe a parcouru les États-Unis, participant à divers concours régionaux où ils ont remporté de nombreux prix et ont même produit 3 albums. Alors oui, quand je vous dis qu'ils jouaient de la musique ensemble, c'était pas juste pour rigoler. Ils faisaient ça de manière très sérieuse et professionnelle. Cependant, lorsque Calvin et Charles ont quitté le domicile familial, le groupe s'est alors réduit à Timothy, Jacob et James, qui ont continué malgré tout à se produire ensemble. Les 4 frères, Jacob, Charles, Calvin et James, ont grandi dans un foyer régi par des règles très strictes. Ils devaient accomplir de nombreuses tâches domestiques et agricoles, souvent épuisantes, pour gagner des sortes de jetons qu'ils pouvaient échanger contre des récompenses comme par exemple quelques minutes d'écoute de radio ou des bâtonnets de chewing-gum. Et oui, ça semble quand même un petit peu extrême. Mais outre la musique, ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire concernant cette famille. Leur quotidien était rigoureusement planifié, incluant des heures de travail à la ferme, des cours à domicile, des tâches ménagères et des répétitions avec le groupe, parfois dès l'aube et ce jusque tard le soir. Leurs parents, Timothy et Cathy, avaient mis en place des règles strictes pour protéger leur enfant des influences extérieures qu'ils percevaient comme nuisibles. Cathy, en particulier, était fermement opposée aux jeux vidéo, à la musique rap, à la télévision
et limitait l'accès à Internet, qu'elle jugeait responsable de l'apathie et de la paresse chez les jeunes. Les garçons n'avaient pas de possibilité de se lier d'amitié avec des filles ou encore de sortir en groupe, leurs parents préférant qu'ils se concentrent sur des valeurs morales élevées plutôt que de s'intéresser à des relations amoureuses. Le langage vulgaire était aussi, vous vous en doutez, strictement proscrit et les enfants étaient rarement autorisés à prendre des décisions par eux-mêmes. Vivant dans un isolement presque total, la famille avait que très peu de contact avec le monde extérieur. Au début des années 2000, la télé-réalité a commencé à gagner en popularité et Paramount Network a lancé une nouvelle série appelée Wife Swap. Ce programme novateur consistait à choisir deux familles ayant des modes de vie radicalement différents, puis à les faire échanger leur épouse et mère respectives pendant une période de 2 semaines. Vous connaissez sûrement ce principe, nous avions le même en France, il me semble que c'était sur M6 que c'était diffusé à l'époque, et c'était la fameuse émission « Nous avons échangé nos mamans ». Et il y a même eu certaines versions, c'était « On a échangé les papas », mais c'était que quelques épisodes. Cette formule unique générait souvent des moments de comédie ou encore de drame, en particulier lorsque des mères au tempérament assez strict devaient s'adapter à des enfants issus de ménages bien plus détendus. A l'inverse, une mère plus décontractée tentait de rendre un foyer bien organisé, plus enclin à la détente et à l'amusement. C'était souvent la même mécanique. En 2008, les fils de la famille Stockdale ont exprimé à leurs parents, Tim et Kathy, leur désir de participer à cette expérience. Et après réflexion, ceux-ci ont fini par donner leur accord, ce qui est vraiment exceptionnel et même très étonnant, surtout de la part de Kathy qui, comme je vous l'ai déjà dit, était une femme très stricte. Pour elle, la télé, la radio, les amis, les sorties, les inconnus et tout le soin, c'était vraiment inenvisageable. Quoi qu'il en soit, cette expérience, elle l'a acceptée. Ce qui fait que le 23 avril 2008, l'épisode intitulé Stockdale Tonkovic de Wife Swap a été diffusé sur ABC au cours de la 4e saison de la série originale. Cet épisode mettant en lumière la famille Stockdale résidant dans l'Ohio et la famille Tonkovic originaire de l'Illinois. Comme il était d'usage dans ce genre de programme, les deux familles présentées avaient des philosophies de vie et des approches éducatives drastiquement opposées. La famille Tonkovic, composée de Lori, de son mari John et de leurs enfants Paul et Megan, comme vous le voyez sur la photo, n'avait rien à voir avec la famille Stockdale et vivait de manière décontractée et surtout sans stress. Lori, lors de l'émission, avait déclaré ceci. « Vous n'avez que si peu de temps à vivre sur Terre, alors profitez de chaque jour comme il vient. » Cette phrase capturait parfaitement leur mode de vie insouciant. L'émission la montrait dansant avec ses enfants, ramenant de la nourriture du style fast-food à la maison et distribuant généreusement de l'argent. Les Tonkovic adoptaient une approche laxiste, permettant à leurs deux enfants, alors âgés de 21 et 17 ans, de mener leur vie plutôt comme ils l'entendaient. Lori avait même précisé que ses enfants jouissaient d'une liberté totale au sein de leur foyer, où les partenaires de leurs enfants vivaient également, soulignant davantage leur approche permissive de la famille familiale et de la parentalité. En revanche, la famille Stockdale avait une vision de la vie familiale totalement opposée. Lorsque Lori a rejoint les Stockdale pour la durée de l'émission, elle n'a pu s'empêcher de remarquer que les enfants semblaient être traités comme des esclaves. Kathy avait laissé à Lori une liste détaillée de règles strictes et de corvées que ses enfants devaient respecter, mettant ainsi en lumière le contraste frappant entre les deux modes de vie familiaux. Le manuel de la famille laissé par Kathy disait ceci. « Bienvenue chez nous. Nous ne sommes pas seulement une famille, nous sommes un groupe, le Stockdale Family Band. Nous jouons au bluegrass, dans des danses de grange et des chic digs partout dans notre région. Nous avons Calvin au banjo, Charles à la mandoline, Jacob au violon et James à la basse. Tim, mon mari, est à la guitare et je suis le manager. Une famille qui joue ensemble reste ensemble et n'a rien de plus sain que de jouer du bluegrass d'autrefois avec vos personnes préférées, votre famille. Nous avons déménagé à la campagne afin d'éloigner les garçons de la ville.
Nos enfants sont élevés loin du langage violent, des influences sexuelles, de l'alcool, du tabagisme, de la drogue, de la musique rap, de toutes les choses que nous avons laissées derrière nous en ville. Au lieu de ça, nous élevons nos enfants sur un régime d'activité saine et de travail agricole, en gardant leur esprit pur et leur corps en bonne santé, et en les gardant à l'écart des influences de la société moderne. C'est pourquoi nous faisons l'école à la maison. La télévision et les jeux vidéo sont strictement interdits. Ils produisent des esprits redondants et des enfants paresseux. Je veux que mes garçons soient actifs, productifs et occupés à chaque instant de réveil. L'accès à Internet est restreint et il n'y a pas de navigation au ralenti dans la maison. Au lieu de ça, nous aimons passer du temps à lire, à jouer de la musique ou à raconter des histoires. Nous ne considérons pas les corvées comme du travail d'esclaves libres. Nous donnons à nos enfants une bonne éthique de travail et une attitude désintéressée. Ceci nous maintient ancrés et nous lie ensemble. Nous aimons apprendre à nos garçons à travailler avec leurs mains, ce qui signifie les tâches ménagères, le travail dans la cour et le nettoyage. La liste des règles indiquait que la règle numéro 1 était que les enfants devaient obéir à leurs parents, en disant « La première règle de cette maison est d'obéir à vos parents ». Enseigner le respect aux garçons est vital dans ce monde moderne où tant d'enfants manquent de respect aux adultes. Nous ne tolérons pas qu'aucun des enfants se blesse physiquement ou verbalement et insistons pour que s'ils font un gâchis, ils le nettoient. Cathy avait également précisé que l'heure des repas était un moment sacré et spécial pour leur famille. Les repas devaient toujours être partagés ensemble, sauf si Tim était absent pour le travail ou si Calvin était à l'université. Il était important pour elle que ces repas ne soient jamais précipités, avec un menu soigneusement planifié pour chaque jour de la semaine. Les enfants n'étaient pas autorisés à grignoter des sucreries ou des collations entre les repas, et s'ils laissaient de la nourriture dans leurs assiettes, ils n'avaient rien d'autre à manger jusqu'à ce qu'ils aient terminé ce qui restait. Cathy expliquait que ses fils se lavaient tous les jours à 7h30 précises. Et ils recevaient un avertissement 4 minutes avant que le petit déjeuner ne soit servi. Tout retard était sanctionné par une amende de 25 cents, augmentant à mesure que leur retard s'accumulait. Elle pensait que cette méthode leur enseignait les conséquences financières et la discipline. Une fois le petit déjeuner terminé, les garçons devaient s'acquitter de leurs tâches ménagères avant de commencer leur cours à domicile. Ensuite, à 16h, ils participaient à de leçons de débat. La journée se terminait par un dîner en famille, suivi de la pratique musicale, selon les termes stricts du contrat du groupe. Au cours de la première semaine de l'épisode, chaque femme devait se conformer aux règles de la famille qu'elle avait rejointe. Cependant, lors de la deuxième semaine, elles ont été autorisées à instaurer leurs propres règles. Laurie a eu plusieurs moments de faiblesse en observant la vie rigide que menaient les garçons Stockdale. Durant cette semaine, elle a alors permis aux enfants Stockdale de regarder la télévision, de jouer à des jeux vidéo et de sociabiliser avec d'autres jeunes. Des choses vraiment inconnues pour ces 4 enfants. Bien que ces nouvelles libertés aient d'abord causé un malaise et un sentiment de culpabilité assez intense chez les garçons, étant donné qu'ils n'avaient jamais expérimenté une telle liberté, ils ont commencé à s'adapter peu à peu. Jacob, profondément troublé, a même fondu en larmes à un moment. Expliqué à Laurie que s'il jouait à des jeux vidéo, ses parents lui avaient dit qu'il brûlerait en enfer pour ça. C'est vraiment horrible de dire de telles choses à un enfant. Pendant l'épisode, Laurie a aussi tenté de convaincre les frères aînés, Charles et Calvin, de sortir pour un date. Une expérience totalement étrangère à leur éducation stricte. Pendant ce temps, dans le foyer des Tonkovic, Cathy a immédiatement interdit le tabagisme et la télévision, tout en insistant pour que les enfants commencent à gagner leur propre argent en effectuant des travaux agricoles. Elle a également séparé les filles des garçons, leur donnant des poupées pour leur apprendre les responsabilités liées à la grossesse et à la sexualité avant le mariage. Rien que ça. Finalement, après 2 semaines d'échanges, les mères sont retournées dans leurs familles respectives, chacune ayant vécu une expérience profondément différente. Laurie avait espéré montrer à la famille Stockdale qu'il était possible de s'adonner à des activités simplement pour le plaisir, sans que tout ne doive être strictement planifié et organisé. De son côté, Cathy avait affirmé qu'elle n'avait rien trouvé chez les Tonkovic qu'elle souhaitait ramener dans sa propre famille.
Lorsque les deux femmes se sont finalement rencontrées en face à face, la discussion, vous vous en doutez, est rapidement devenue animée. Laurie a reproché à Kathy de ne pas avoir de cœur et de priver ses enfants de moments de plaisir avant de finalement quitter précipitamment la pièce. Neuf années après la diffusion de l'épisode Stockdale-Tonkovic de Wife Swap, un événement tragique a bouleversé la famille Stockdale. En 2017, Calvin poursuivait ses études au Hillsdale College dans le Michigan, tandis que Charles s'était installé à Philadelphie pour étudier la médecine. Ceci ne laissait que Kathy, Tim, Jacob et James à vivre encore à la ferme familiale. Le 15 juin 2017, à 16h36, un appel au 911 a été reçu par la police locale de l'Ohio. L'appel a rapidement été interrompu, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes. L'appel a été tracé jusqu'à la maison des Stockdale et des agents ont été envoyés sur place. À leur arrivée, les policiers ont découvert la porte d'entrée ouverte et à proximité, ils ont trouvé le corps sans vie de James William Stockdale, alors âgé de 21 ans. En pénétrant dans la maison, ils ont entendu un coup de feu. Une fois les renforts sur place, ils ont découvert Jacob, gravement blessé à la tête, mais encore vivant. Plus loin dans la maison, dans la salle de bain, gisant sur le sol, ils ont trouvé le corps de Catherine Barbara Stockdale, alors âgée de 54 ans. Catherine et James ont été déclarés morts sur les lieux. Les enquêteurs ont rapidement conclu que Jacob avait tué sa mère et son frère avant de tenter de se suicider. Heureusement, Timothy, le père de famille, n'était pas présent au moment des meurtres. Jacob a été transporté d'urgence au Metro East Medical Center pour des soins intensifs. Les médecins ont réussi à sauver sa vie, mais ses blessures étaient graves, nécessitant une longue convalescence à l'hôpital. Quelques jours après l'incident, Calvin, le frère aîné de Jacob, a publié une déclaration au nom de la famille. « Je parle au nom de notre famille quand je dis que nous l'aimons et que nous lui pardonnons. Les prières et le soutien pour ma famille ont été profondément appréciés. Mon frère, Jacob, est toujours dans un état critique et nous prions pour son rétablissement physique alors que notre famille fait des plans funéraires et commence déjà le processus de guérison. » Lors d'une conférence de presse tenue peu de temps après la tragédie, le shérif a expliqué que la police n'avait jamais été appelée à la maison des Stockdale auparavant et qu'il n'avait aucune raison de penser que quelqu'un dans cette maison et surtout dans cette famille qui était droite, sans aucun problème et très discrète, était en danger. L'incident, vous en doutez, demeurait complètement incompréhensible pour les policiers ainsi que pour tous ceux qui connaissaient la famille Stockdale. Le rétablissement de Jacob a été long et la police attendait impatiemment qu'ils soient en état de répondre à leurs questions afin de comprendre les raisons de son acte. Une collecte de fonds via GoFundMe a été lancée pour couvrir les frais des funéraires de Kathy et de James. Cette collecte a permis de réunir plus de 31 000 $, une partie de ces fonds ayant également servi à couvrir les frais médicaux de Jacob, une décision qui a suscité pas mal de controverses. Les autorités ont retardé l'inculpation de Jacob jusqu'à ce qu'il se soit remis de sa blessure auto-infligée. Mais le 26 septembre 2018, le bureau du shérif du comté de Stark a émis un acte d'accusation contre Jacob, comprenant 2 chefs d'accusation pour meurtre et une pour utilisation d'une arme à feu. Toutefois, avant que les autorités ne puissent procéder à son arrestation, Jacob a de nouveau tenté de se suicider le 27 septembre 2018. L'avocat de Jacob a obtenu une date de comparution préliminaire fixée au 9 octobre 2018 à 8h du matin, avec une caution fixée à $1 million. Le shérif du comté de Stark, George Mayer, a alors déclaré ceci dans un communiqué. « Nous espérons que cette arrestation apportera un peu de réconfort à la famille Stockdale et surtout à l'ensemble de la communauté. » À l'approche du procès, l'avocat de la défense a demandé une évaluation de la compétence mentale du jeune homme afin de déterminer s'il était apte à être jugé. Jacob a plaidé non coupable pour cause de folie et a été placé en observation dans un hôpital psychiatrique. Jacob est resté dans cet établissement jusqu'à son procès, mais a tenté à plusieurs reprises de s'échapper, montrant ainsi la difficulté de sa situation mentale. En novembre 2019,
Jacob a élaboré un plan pour s'évader de l'hôpital psychiatrique où il était détenu. Connaissant les horaires de transport des piles de livres vers et depuis l'établissement, il a décidé de se cacher derrière ces piles durant leur déplacement, espérant ainsi échapper à la surveillance. Cependant, Jacob a été capturé avant même d'avoir pu quitter le bâtiment. Un mois plus tard, il a tenté une nouvelle évasion, cette fois avec une méthode plus directe. Il a essayé de se mêler à un groupe de personnes quittant l'institution. Cette tentative a également échoué rapidement, Jacob étant découvert avant même d'avoir franchi la porte. Pendant son séjour à l'institution, le docteur Arcangela Wood a conclu que Jacob était cliniquement sain d'esprit au moment des meurtres. Selon le docteur Wood, et sur la base d'une certitude psychologique raisonnable, Jacob n'avait pas de trouble mental grave au moment des faits. Le docteur Wood n'a trouvé aucun signe de maladie ou encore de défaut chez Jacob et a noté qu'il était pleinement conscient de la gravité de ses actions. Par conséquent, Jacob a été jugé capable de subir un procès, le docteur Wood estimant qu'il pouvait largement comprendre les procédures judiciaires qui étaient en cours et les accusations qui étaient portées contre lui. Cependant, l'avocat de la défense de Jacob était convaincu que son client n'était pas du tout apte à être jugé. Il a alors demandé un deuxième avis par un autre expert psychiatre. Une évaluation psychiatrique complémentaire a alors été réalisée. Et cette fois, le médecin a exprimé plusieurs préoccupations quant à la compétence de Jacob pour être jugé concernant ses crimes. Il a suggéré que ce dernier pourrait être restauré dans sa compétence après un an de traitement intensif en santé mentale. Bien que l'avocat de la défense ait souhaité obtenir un troisième avis, cette demande a été refusée en raison du coût supplémentaire de 5 000 $ qui aurait été, évidemment, à la charge des contribuables. Après avoir examiné les résultats des deux évaluations psychiatriques, le juge a toutefois déclaré Jacob incompétent pour être jugé. Il a ordonné que ce dernier reste alors à l'hôpital psychiatrique afin d'y recevoir un traitement et a retardé le procès jusqu'à ce que Jacob soit enfin apte à être jugé. Ce dernier est alors resté à l'hôpital pour une durée de 8 mois et aurait montré des progrès significatifs. Pendant ce temps, il a participé à des séances de thérapie de groupe et à des simulations de procès, conçues afin d'évaluer sa capacité à comprendre et à suivre les procédures judiciaires en cours. Le psychiatre a observé que, lors de ces simulations, Jacob était capable de comprendre les négociations de plaidoyer, la terminologie judiciaire ainsi que le processus de procès, et il a fourni des réponses assez pertinentes. Ce rapport a donné au juge la confiance nécessaire afin de juger Jacob compétent et une audience de santé mentale a été planifiée pour le 30 mars 2020. Malheureusement, en raison de la pandémie du Covid-19, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de celle-là, cette audience a été reportée au 4 mai 2020 à 8h du matin, puis de nouveau au 8 septembre 2020. Lors de cette audience, qui cette fois-ci a eu lieu, Jacob a participé par téléconférence depuis l'hôpital psychiatrique. Durant l'audience, il a souvent omis de répondre ou de reconnaître le juge. Son avocat a expliqué que Jacob avait des difficultés à traiter et à s'exprimer en utilisant la technologie, ce qui pourrait être dû à une anxiété accrue. Un autre psychologue a déclaré Jacob sain d'esprit le 31 décembre 2020. Une date de procès a alors été fixée, avec l'intention que Jacob purge enfin sa peine de prison. La date initialement fixée pour le procès de Jacob avait été le 26 janvier 2021. Toutefois, en raison d'une recrudescence des cas du Covid-19, le procès avait été reporté au 4 mai 2021. En attendant, une nouvelle audience préliminaire avait été programmée pour le 11 février, à laquelle Jacob avait assisté virtuellement. Au cours de cette audience, le juge avait examiné le comportement de Jacob durant son séjour à l'hôpital psychiatrique, notamment ses 2 tentatives d'évasion. Le juge avait également pris en compte une lettre d'un des médecins de Jacob qui affirmait que ce dernier était désormais apte à attendre son procès et sa condamnation dans la prison du comté de Stark. Pendant cette période d'attente, la famille de Jacob avait sollicité la clémence du juge concernant sa condamnation. Ils avaient ouvertement exprimé leur pardon et souhaitaient la peine la plus légère possible pour Jacob. Une semaine avant le début de son procès, l'accusé avait finalement plaidé coupable des meurtres de sa mère et de son frère,
sans fournir de motif. En conséquence, Jacob Stockdale avait été condamné à une peine de 30 ans de prison en perpétuité, soit un total de 15 ans pour chaque meurtre, avec une possibilité de libération conditionnelle à partir de 2048. Après l'annonce de la peine de Jacob, la famille Stockdale avait choisi de rester relativement discrète au sujet des meurtres. Ils avaient néanmoins affirmé continuer à pleurer la perte de leur jeune frère et de leur mère, tout en essayant de faire face à cette tragédie. Calvin, le frère aîné de Jacob, avait publié une déclaration disant ceci. « James, notre plus jeune frère, avait toujours été une source de joie pour la famille. En plus d'être un musicien talentueux, James aimait danser et avait un profond amour pour les gens. Il poursuivait un diplôme en commerce avec l'espoir de se lancer dans le secteur du divertissement. Il laisse derrière lui de nombreux amis et une famille qu'il aimait énormément. » Oh, hello everyone! I'd like to invite you to the 9th annual Stockdale Family Band Bluegrass and Gospel Show on April Fool's Day. You won't have to be the fool though. We got that covered for you. Click above for more details. Tim, le père de Jacob, avait également fait une déclaration. Cathy était ma femme adorée depuis 32 ans et une mère exceptionnelle pour nos 4 fils. Elle aimait plus que tout être mère et grand-mère. Elle avait une passion pour l'apprentissage, sa foi chrétienne, la santé naturelle et l'agriculture biologique. Bien qu'aucun motif officiel n'ait jamais été rendu public, puisque Jacob n'a jamais expliqué les raisons de ses actes, Lori Tonkovic, la mère entre guillemets temporaire de Jacob lors de l'épisode de 2008 de Wife Swap, a suggéré que le manque de liberté pourrait avoir contribué à la rupture psychologique de Jacob. Elle a exprimé l'idée que l'incapacité des garçons à prendre leurs propres décisions avait lourdement pesé sur lui en affirmant ceci. Lorsque j'ai modifié les règles pour leur permettre de s'amuser, d'avoir accès à la télévision ainsi qu'aux jeux vidéo et de vivre simplement un petit peu, Jacob est sorti en pleurant. Quand je l'ai suivi pour lui demander ce qui n'allait pas, il m'a dit que ses parents lui disaient qu'il brûlerait en enfer. Dieu nous donne le libre arbitre, et il n'en avait pas. Il n'était pas autorisé à faire des choix, et je pense que toute cette enfance l'a simplement rattrapé. Le shérif du comté de Stark, George T. Meyer, a commenté ceci. Il est difficile de déterminer le motif exact. Il y a des spéculations, mais nous ne souhaitons pas entrer dans les détails. Nous continuerons à enquêter pour essayer de comprendre le pourquoi de cette tragédie horrible. Nous n'avons pas encore de réponse claire. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse se faire sur cette affaire, une chose est certaine. Personne ne sort gagnant de cette situation. Charles et Calvin ont perdu leur frère et leur mère. Tim a perdu sa femme et son fils. Et ils ont tous perdu Jacob, qui passera désormais la majorité de sa vie derrière les barreaux. Il est évident que l'approche très stricte de Cathy, bien qu'elle était motivée par un amour profond et par souci pour sa famille, a peut-être été poussée trop loin, au point de devenir insupportable pour Jacob. On peut évidemment espérer qu'il recevra l'aide nécessaire et que, où que se trouve le reste de la famille Stockdale aujourd'hui, ils trouveront la paix et la guérison. La tragédie des Stockdale est une profonde résonance des dilemmes qui surgissent lorsque les limites de l'amour et la discipline sont alors poussées à l'extrême. Les choix de Cathy et ceux de Timothy, bien que motivés par une intention sincère de protéger et de guider leurs enfants, ont paradoxalement créé un environnement où la liberté et la personnalité individuelle ont toutes été étouffées. Cette rigueur excessive, loin de forger des individus équilibrés et épanouis, a dans ce cas-là alimenté un désespoir silencieux. Jacob Stockdale, en proie à une réalité où la liberté et l'expression personnelle étaient systématiquement réprimées, a fini par être consumé par une détresse intérieure si profonde qu'elle a éclaté en une violence inimaginable. La famille Stockdale, désormais marquée à jamais par cette perte, représente les multiples facettes de la douleur humaine. Le chagrin irréparable des proches disparus, l'incompréhension face aux actions tragiques d'un membre de la famille et la quête incessante de sens dans une tragédie insondable. Il est crucial de se souvenir que derrière chaque acte de violence se cache une multitude de facteurs complexes et souvent invisibles. La rigueur et la discipline ne devraient jamais être confondues avec l'amour véritable.
Une approche équilibrée qui respecte à la fois les besoins de structure et la nécessité d'une autonomie personnelle est essentielle pour prévenir de telles tragédies. Cette affaire nous rappelle l'importance de comprendre et d'accepter les nuances de la psyché humaine. Elle souligne la nécessité pour les familles et les individus de rechercher un équilibre qui favorise non seulement la sécurité, mais aussi le bien-être émotionnel. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a aussi du gris. Il faut savoir nuancer les choses dans la vie. En fin de compte, c'est dans la compréhension et l'empathie mutuelle que se trouvent les clés pour éviter les dérives qui peuvent mener à des conséquences irréversibles. Mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Et j'espère que vous allez me répondre dans les commentaires. Quel rôle pensez-vous que l'environnement familial très strict a joué dans les événements tragiques qui se sont déroulés? Partagez-moi toutes vos réflexions en commentaire et c'est avec plaisir que je vous lirai. C'est donc tout pour l'affaire de la famille Stockdale et de ce double meurtre qui est malheureusement un acte horrible, un événement qui n'aurait jamais dû se produire, mais qui permet de mettre en lumière à quel point une éducation aussi stricte peut parfois littéralement faire péter les plombs à certaines personnes. J'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Comme d'habitude, avant de se quitter, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, à très bientôt. Ciao.